Pendant 30 ans, Bill Gates a été présenté comme un modèle par les gouvernements, par les grands médias, par les élites. Il a dépensé des centaines de millions pour construire une image très précise, celle du milliardaire sage et bienveillant, celui qui va donner sa fortune pour sauver le monde. I'm super excited that that'll be over 200 billion that we'll give away during that time period and that we'll be able to save tens of millions of lives. Aujourd'hui, cette image se fissure. D'après de nouvelles infos sorties des fichiers Epstein, il aurait glissé des antibiotiques contre les IST dans la nourriture de sa femme, après s'être lui-même contaminé sur l'île. Et le pire, c'est que les choses empirent encore. C'est assez grave pour qu'il ait annulé plusieurs apparitions publiques, et pour que son ex-femme, Melinda, celle avec qui il a construit publiquement son empire, le pointe du doigt beaucoup plus clairement. Well, let me say this. I think we're having a reckoning as a society, right? No girl should ever be put in the situation that they were put in by Epstein and was going on with all of the various people around him. So whatever questions remain there of what I can't even begin to know all of it, those questions are for those people and for even my ex-husband. They need to answer to those things, not me. Et il a suffi d'un simple brouillon d'email, jamais envoyé, pour relancer tout ça et confirmer ce que certains soupçonnaient depuis des années. Selon ce qui circule, Bill aurait admis au moins 2 liaisons avec des femmes russes lors d'une réunion avec ses employés. À partir de là, une question se pose forcément. Qu'est-ce qu'il cache encore ? Son statut de plus grand propriétaire foncier privé des États-Unis, son influence sur certaines institutions de santé, son rôle dans des politiques de confinement, sa présence au Forum économique mondial, à Davos, et tout ça pendant qu'il continuait à fréquenter Jeffrey Epstein. Et quand on regarde vraiment ses interviews, tout est réglé au millimètre. Et pourtant, on finit par voir des choses qui dépassent le simple malaise. What did you do when you found out about his background? Well, I've said I regretted having those dinners, and there's absolutely nothing new on that. Well, he's dead, so, in general, you always have to be careful, Faire attention à quoi exactement ? Les gens commencent enfin à voir une autre face de Bill Gates, une face qu'il a passé sa vie à cacher. Et pour comprendre ce qui suit, il faut repartir du début. Bill Gates a bâti sa fortune en exploitant une faille majeure dans l'industrie du logiciel, le monopole. Et quand on relie les points, le reste devient beaucoup plus cohérent. Quand je dis monopole, ce n'est pas une image. À la fin des années 1980, Gates contrôle plus de 80% du marché des systèmes d'exploitation. Et ensuite, il utilise cette domination pour écraser ce qui reste de concurrence. En 1990, Microsoft sort son système avec Word et Excel déjà intégrés. Résultat, un avantage énorme, presque impossible à rattraper. Ces équipes construisent le logiciel le plus compatible du marché, quelque chose que les autres ne peuvent tout simplement pas reproduire à la même échelle. Gates réalise alors son rêve, devenir l'un des hommes les plus puissants du monde, contrôler la technologie des années 90 et devenir l'homme le plus riche de la planète. Ça lui ouvre les portes de la haute société. Et surtout, ça lui donne accès à des gens dont le grand public n'a jamais entendu parler, ceux qui tirent vraiment les ficelles. Sauf que sa montée est tellement rapide que le gouvernement américain finit par le cibler. Son monopole devient trop puissant. Mais ils comprennent très vite quelque chose. Ils ne peuvent pas vraiment l'arrêter. Si Gates se retrouve devant un Sénat hostile, tout son empire est en danger. Des milliards. Son rêve d'enfance, son besoin de pouvoir, son ambition de laisser un héritage comparable à celui des Rockefeller, tout peut s'effondrer. Bill Gates, quoi qu'on pense de lui, n'est pas idiot. Alors il sort l'arme la plus efficace pour se mettre dans les bonnes grâces des bonnes personnes. La philanthropie. En 1994, Gates comprend que son image publique est catastrophique. Plus il accumule du pouvoir, plus son statut de milliardaire devient difficile à vendre. Alors la question est simple. Si vous êtes l'homme le plus riche du monde, comment vous faites pour que les gens vous aiment ? Et surtout, comment vous faites pour qu'ils n'aillent pas fouiller dans votre vie privée ? Vous créez une fondation caritative. Il fonde la William H. Gates Foundation, du nom de son père, et commence à y verser une partie de sa fortune. Des montants minuscules par rapport à ce qu'il possède, mais largement suffisants pour son image. Pendant ce temps, en 1995, il s'oppose ouvertement à une décision du département de la justice qui lui ordonne d'abandonner son monopole sur les navigateurs Internet. Il sait qu'il peut s'en tirer, s'il joue bien ses cartes. Et il sait aussi que la carte charité peut être une arme très efficace,
donner l'impression de rendre à la société ce qu'il lui a pris. Au début, il n'a pas besoin de sauver le monde pour influencer les bonnes personnes. Il commence petit. Et surtout, il commence près de chez lui, les universités d'élite. Pourquoi ? Parce que c'est de là que sortent beaucoup de sénateurs, beaucoup de décideurs, beaucoup de futurs dirigeants. En ciblant ces cercles, il améliore son image publique et en même temps, il construit des connexions. C'est pour ça que les premières actions de la fondation portent surtout sur des bourses, des programmes d'accès et des donations aux universités. En 1998, par exemple, un don de 20 millions de dollars à l'université Duke finance un programme destiné à propulser les étudiants les plus performants dans les cercles d'élite. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Avec le recul, la logique est assez lisible. Les grandes universités sont une pépinière du pouvoir. Les anciens élèves se suivent, se recrutent, se soutiennent, et Gates y gagne un accès direct aux meilleurs étudiants du pays, tout en les plaçant dans une position où ils peuvent se sentir redevables. Au milieu des années 90, tout le monde comprend qu'Internet, c'est l'avenir. C'est la folie de l'IA d'aujourd'hui, mais avec des usages très concrets, très immédiats. Et tout le monde comprend aussi que Microsoft, avec son monopole, est parfaitement placé pour absorber Internet dans son empire. Dans une interview de 1996, quand on lui demande si Microsoft va devenir la société la plus puissante de l'histoire, Gates ne cherche même pas vraiment à nuancer. Quoted, I think, someone as saying that Microsoft will be the most powerful company in the history of business enterprise in the 21st century, or certainly the most powerful company in a long time. Do you see that? No, I really don't. We're a company that makes tools, and Windows, it's a tool. What's the market share of Microsoft operating systems? Oh, it's a little hard to measure because it always depends on if you include piracy or what types of systems, but it's certainly in the 70, 80, 90% range. Pretty good market share, I'd say. Right. We're just a software supplier, but we're hoping to I know you don't make the computer, but you want your software to run those. If people want to buy it to do those things, we're going to try and make it so easy to use that they find that a great decision. So much better position than everybody else, and you know it. Your company probably today is better positioned to do what it wants to do and realize its dreams than it's ever been at any time in its history. Better position. Il sait très bien ce qu'il fait. Il a déjà 3 coups d'avance. Se créer les bonnes connexions, mettre l'argent au bon endroit et verrouiller sa position. Quand il passe finalement devant le Sénat, sa fortune a explosé. D'environ 10 milliards à plus de 46 milliards de dollars, en 3 ans seulement. Les journaux de l'époque espèrent qu'on va enfin le ramener à la raison. Mais une question plane. Est-ce que le gouvernement a vraiment les moyens de s'attaquer à l'homme le plus riche du monde ? C'est aussi à cette époque que Gates commence à s'adonner à un autre penchant secret. Et ce penchant est potentiellement bien plus dangereux pour sa réputation que ses histoires de monopole. Bill Gates, à la base, c'était un geek. Pas le type séducteur, plutôt le type qui a tout sacrifié pour le business. Il est marié à Melinda depuis 1994, mais leur relation commence en 1987, sur leur lieu de travail. Melinda est recrutée comme ingénieure chez Microsoft. Elle rencontre Bill, qui est aussi son patron. Avec les standards d'aujourd'hui, ça passerait très mal. Mais à l'époque, il semble heureux et personne ne s'en inquiète. Une fois mariés, ils projettent l'image d'un couple parfait. Et cette image est idéale pour la réputation de Gates, le gentil milliardaire, sage, un peu geek. Puis à la fin des années 90, quand il doit refondre son image publique, Gates comprend qu'il peut utiliser ce couple comme une couverture parfaite. C'est comme ça qu'il cofonde la Bill et Melinda Gates Foundation, en transformant une action locale en machine mondiale. Sauf qu'en coulisses, l'histoire est différente. En 2000, Gates entame une liaison avec une autre ingénieure de son entreprise. Elle est restée anonyme jusqu'à ce jour. Il est toujours PDG. Cette liaison dure plusieurs années. Et ce qui ressort de tout ça, c'est une arrogance très visible. Le portrait d'un homme qui se montre régulièrement entreprenant avec d'autres femmes, malgré la façade du mariage parfait, et qui aurait entretenu des liaisons pendant des années avec de multiples conquêtes. En 2022, quand tout commence à se fissurer publiquement, ses excuses sonnent creux. Were you unfaithful in your marriage? Is that one of the reasons there was a divorce? I certainly made mistakes, and I take responsibility. I don't think delving into the particulars at this point is constructive, but yes, I caused pain, and I feel terrible about that.
Il dit qu'il assume, mais il refuse de dire ce qu'il a fait concrètement. Puis on lui parle de Jeffrey Epstein. Why did you continue to meet with him? When you met him, he was already a convicted sex offender. And do you regret that? I certainly made a huge mistake, not only meeting him in the first place, but I met with him a number of times. Gates utilise la charité pour justifier ses comportements. Et certains pensent qu'il aurait appliqué la même logique à ses liaisons. Chez Microsoft, en interne, beaucoup de gens savaient. Ils connaissaient les accusations. Ils savaient qui était Bill, derrière l'image. Mais personne ne pouvait faire de vagues. D'abord parce que son image publique semblait inattaquable. Ensuite parce qu'il était l'un des hommes les plus puissants d'Amérique, avec des tribunes dans les plus grands journaux et un flux constant d'articles vantant les sommes colossales qu'il donnait. La fondation Gates ne ressemble pas aux œuvres caritatives classiques de l'époque. Gates est l'un des pionniers d'un modèle qu'on appelle aujourd'hui le philanthrocapitalisme. Le mot est un peu barbare, mais l'idée est simple. Mélanger charité, économie et stratégie d'entreprise. La charité traditionnelle se concentre sur des solutions immédiates. Nourrir les affamés, donner de l'eau, créer des emplois, soutenir des hôpitaux. Mais au tournant du siècle, ce modèle perd des financements. Et quand la guerre contre le terrorisme commence, les gouvernements occidentaux qui finançaient certaines actions resserrent leur budget. Gates et d'autres comblent le vide. Sauf qu'au lieu de suivre les méthodes traditionnelles, ils veulent gérer ça comme une entreprise. Ils prennent le contrôle direct des investissements plutôt que simplement distribuer de l'aide. Ils se concentrent sur la collecte de données et ils cherchent à changer les politiques directement auprès des gouvernements. Et comme ils contrôlent l'argent, ils décident aussi qui reçoit des fonds et comment ils sont utilisés. Résultat, ils se retrouvent en position de force face à leurs partenaires à l'étranger, avec un message implicite. Si vous n'allez pas dans notre sens, on ferme le robinet. Gates théorise ce modèle à chaque occasion. En 2007, à Harvard, il pose le cadre qu'il utilisera pendant les 20 années suivantes. Petite anecdote, lors de cette réunion en 2007 se trouvait le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Il le dit lui-même. L'objectif, c'est de traiter la charité comme du capitalisme et d'utiliser cette influence pour peser sur les gouvernements. Il y arrive aussi grâce à son réseau. Par exemple, l'ancien président de Harvard, Larry Summers, qui a lui aussi été rattrapé par des polémiques liées à Epstein. Gates a fini par admettre au moins une partie de ce que les preuves laissaient déjà entendre. Il aurait aussi confié à des collègues, en tant que milliardaire, vous pouvez acheter toutes les choses du monde et influencer l'économie, mais vous ne pouvez pas contrôler entièrement le gouvernement. Avec la charité, vous pouvez devenir plus puissant que la plupart des présidents. Bien sûr, il affirme que tout ça vise à améliorer la vie des gens. Mais est-ce que le monde semble vraiment aller mieux après toutes ces décennies où des milliardaires chefs d'entreprise ont mis leur nez dans les politiques ? Pour les populations que Gates dit défendre, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Malgré des milliards investis pour pousser des agriculteurs africains à utiliser des semences et des cultures OGM, donc génétiquement modifiées, financées par la fondation Gates, ces détracteurs disent que les résultats sont très faibles. Pour certains, ça ressemble à une forme de néocolonialisme, une domination indirecte sous couvert d'aide. Et surtout, ça crée un précédent. La production agricole en Afrique, là où Gates concentre une grande partie de ses efforts, aurait chuté de 10% entre le milieu du XXe siècle et le début des années 2000. Des critiques affirment que c'est lié au financement de monocultures destinées à l'export. Le problème, c'est que ces exploitations sont plus fragiles que des cultures diversifiées. Elles dépendent des marchés mondiaux, très volatiles, pour un produit unique, et elles sont souvent moins efficaces pour nourrir les populations locales. Les bénéfices pour Gates, en revanche, paraissent évidents. Influence politique et déduction fiscale. Concrètement, une partie de tout ça est subventionnée par l'argent des contribuables. Mais le plus important dans ce type de charité, c'est la publicité. Un flux continu d'articles et de reportages sur ses actions a légitimé sa place au sommet. Et ça a aussi rendu plus difficile la parole de ses prétendues victimes. Des gens qui apparaîtront plus tard dans les fichiers Epstein, photographiés bras dessus bras dessous avec Bill Gates, avec le visage flouté pour protéger leur identité. Et cette stratégie, un autre milliardaire philanthrope l'a aussi utilisée, Jeffrey Epstein. Epstein utilisait sa fondation comme bouclier, comme justification de son mode de vie, mais aussi, selon plusieurs analyses, pour se créer un réseau et de l'influence. En 18 ans, sa fondation n'aurait donné que 70 millions de dollars à des causes réelles, par rapport à une fortune bien plus importante. La charité, dans ce récit, devient un moyen d'acheter du levier sur les plus puissants. Il existe même des indices qui prouvent qu'Epstein modifiait ses pages Wikipédia pour gonfler ses dons.
Une modification de 2013 revendique 184 millions de dollars de plus qu'il en avait réellement donné, depuis un compte dont le nom d'utilisateur correspondait à celui déclaré dans ses documents judiciaires. C'est dans ce contexte qu'Epstein et Gates se rencontrent pour la première fois en 2011, 3 ans seulement après la condamnation d'Epstein pour proxénétisme sur mineurs, et alors que Gates avait déjà été alerté sur des comportements inappropriés au travail. D'après le New York Times, sur la base de documents liés au fichier Epstein et à la fondation Gates, Bill se serait rendu plusieurs fois à la résidence new-yorkaise d'Epstein. Une fois, il y serait resté très tard et aurait écrit à ses collègues que son mode de vie est très différent et plutôt intrigant, bien que ça ne fonctionnerait pas pour lui. Une porte-parole a ensuite précisé que cette remarque ne portait que sur la décoration intérieure. Sauf que dans un autre email de la même époque, Gates écrit « Une très jolie femme suédoise et sa fille sont passées, et je suis finalement resté très tard. » Difficile d'y voir juste une histoire de rideau ou de fauteuil, vous croyez pas ? Et surtout, ça contredit directement ce qu'il affirme en 2026. It's factually true that I was only at dinners. You know, I never went to the island. I never met any women. And so, you know, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. Sauf qu'il en aurait rencontré. Des photos dans les fichiers Epstein le montreraient en compagnie de 2 femmes avec le visage flouté. Et selon le FBI, les occultations, les passages masqués dans ces fichiers, auraient été faites pour protéger l'identité des victimes. Alors forcément, la question se pose. Ces personnes étaient-elles des victimes ? Et si oui, qui était le bourreau ? Il y a aussi un billet d'$1 encadré signé de sa main, retrouvé exposé dans une résidence d'Epstein avec une note manuscrite de Gates. J'avais tort. Les connexions entre Gates et Epstein ne sont pas juste sociales. En 2011, Gates est en train de créer un fonds d'investissement avec JP Morgan pour financer une campagne de vaccination dans les pays en développement. Epstein, lui, amenait des clients fortunés à JP Morgan. Et il déposait aussi une partie de sa fortune personnelle dans cette banque. Et là, on arrive aux révélations les plus choquantes, celles qui auraient poussé Gates à annuler des apparitions publiques, et qui, si elles étaient avérées, pourraient mener à une enquête criminelle. Dans un ensemble de brouillons d'emails non envoyés, Epstein rédige un récit à la première personne, comme s'il parlait à la place du bras droit de Bill Gates. Il décrit des activités supposées, aider Bill à obtenir des drogues pour gérer les conséquences de relations sexuelles avec des femmes russes, faciliter des liaisons illicites, et même se faire demander de l'adéral pour des tournois britanniques. Pour se constituer des dossiers de chantage, du compromat, en gros. Aucune preuve n'accompagnait ces brouillons, mais certains éléments, notamment des liaisons et des préférences, pourraient coller avec d'autres informations. De nombreuses femmes disent avoir dû repousser des avances déplacées de Bill lors d'événements professionnels ou caritatifs. Mais à ce stade, ça reste des allégations. Gates nie catégoriquement. Mais Linda Gates, de son côté, semble avoir décidé de s'en laver les mains. Elle a fait partie de ce monde pendant des décennies, et comme beaucoup d'autres, elle ne dira probablement rien de substantiel sur ce qu'elle a vu ou sur ce qu'elle sait. En février 2026, peu après l'émergence de ces nouvelles allégations, Gates annule une apparition à un sommet sur l'intelligence artificielle. C'est le début d'un chemin de disgrâce publique qui semble inévitable. Mais cette disgrâce reste, pour l'instant, très loin de vraies conséquences. Car malgré l'accumulation d'indices et de récits d'une conspiration tentaculaire, une seule arrestation majeure a suivi le scandale Epstein, le prince Andrew. Et encore, c'est un cas qui ne concerne même pas directement le trafic. C'est une version moderne d'Al Capone, puni pour fraude fiscale plutôt que pour ses crimes réels. Et on peut espérer que ce soit seulement le premier domino. Les gens au sommet, ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, refusent de voir l'éléphant dans la pièce. Le scénario le plus probable, si l'indignation se poursuit, c'est qu'on continuera à avoir des gestes symboliques, des coupables de l'élite avec des conséquences relativement mineures, sans reconnaissance claire des crimes qu'ils auraient commis. Si l'élan se maintient, des gens comme Bill Gates pourraient enfin faire l'objet d'une enquête. Mais en attendant, il faut se contenter de les voir perdre leur réputation plutôt que leur liberté. Et pour quelqu'un dont la richesse est presque illimitée, perdre sa réputation, c'est déjà énorme. Parce que même avec la meilleure équipe de relations publiques du monde et tout l'argent imaginable, on ne peut pas toujours acheter une sortie propre d'un tel niveau de disgrâce. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a essayé de cacher sa vie privée, c'est l'histoire d'un système entier. Le philanthrocapitalisme, pensé pour rendre les puissants intouchables, transformer l'argent en image, l'image en influence, l'influence en impunité, et le faire si efficacement que pendant des décennies, ceux qui pointaient du doigt passaient pour des complotistes. Le problème n'est pas Bill Gates en particulier.
Le problème, c'est qu'il a perfectionné un modèle, acheté de la légitimité via la philanthropie, contrôler les récits via les médias, s'insérer dans les structures de pouvoir via les fondations et les organisations internationales, et rendre tout ça tellement visible, tellement respectable, tellement au-dessus de tout soupçon, que personne ne pense à regarder derrière le rideau. Et le pire, c'est que ça a fonctionné pendant 30 ans.